Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des portes et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Cette semaine, je reçois Jérémy Frérot qui a sorti son nouvel album intitulé Meilleure vie il y a quelques mois. On discute de sa vision de la masculinité et comment elle a évolué avec le temps, lui qui a écrit dans son dernier album donc un single intitulé Un homme où il interroge sa vision du mal dans la société. Il raconte aussi comment la paternité l'a transformé et comment il a ouvert la voie à sa femme pour faire un accouchement à domicile pour leur deuxième enfant, une méthode où le futur papa a une place beaucoup plus centrale dans l'accouchement. Faut dire que sa femme n'étant autre que Laure Manodou, on peut comprendre qu'il ait voulu protéger leur vie privée. Il vous racontera d'ailleurs une anecdote à ce sujet à propos de la naissance de leur premier enfant, c'est assez intéressant. Vous découvrirez la personnalité très attachante de Jérémy dans cet épisode, un grand merci à lui pour sa transparence et sa gentillesse, j'espère que vous passerez un bon moment en sa compagnie. On est avec Jérémy Frérot, salut Jérémy. Salut. Ça va ? Ça va très bien, merci et toi ? Ça va bien. Jérémy, tu sors ton nouvel album, qui est sorti déjà il y a quelques semaines, ouais. Qui s'appelle Meilleure vie. Ouais. Et c'est ton attaché de presse qui m'a dit tiens, ça serait intéressant qu'on fasse un épisode ensemble, et ça tombait bien parce que j'avais repéré aussi ton fameux titre qui s'appelle Un homme, qui a été je pense le premier single d'ailleurs qui est sorti. Ça l'est toujours hein. On est en train de trop chercher le deuxième, mais là ça l'est toujours. Il n'y en a pas d'autres encore qui sont sortis. Non. Où tu parles de masculinité, donc je m'étais dit tiens, ça serait intéressant d'avoir Jérémy dans le podcast. Donc tu vois comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et la première question en fait que je pose à tous mes invités, c'est en fait c'est quoi pour toi être un mec ? Et ouais, parce que c'est un peu le titre de c'est un peu le thème de la chanson en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est une galère cette question. Hein. Ouais, je sais. Mes invités galèrent en général. Et moi aussi je galère avec. Mais c'est bien qu'on galère. C'est bien qu'on galère parce que je pense que si on posait cette question il y a 50 ans, on serait tous y répondre en disant faut être un homme, pour être un homme, il faut être musclé, il faut être costaud, il faut être un prédateur sexuel, il faut être viril. C'était quoi pour toi le mec d'il y a 50 ans, le rôle modèle, je sais pas, un acteur ou un chanteur par exemple ? Je sais pas, c'était peut-être pas il y a 50 ans, mais avant, t'avais souvent des acteurs hyper costauds, hyper virils, avec des gueules qui font peur, des animaux un peu là. T'avais des Sylvester Stallone, t'avais des Schwarzenegger. Aujourd'hui, le prototype peut-être en moyenne, on pourrait s'accorder à dire que c'est Alain Souchon ou des Philippe Catherine, tu vois, ouais. Des gens qui ont qui expriment pas mal leur féminité. Être un homme aujourd'hui, voilà, c'est vachement complexe. Il y a beaucoup. Ouais, il y a de la souffrance aussi d'essayer de se positionner, de savoir comment s'exprimer et comment réagir avec toute cette ancienneté, cette éducation patriarcat. Ouais. Là. Tu vois, on sort de là et il faut réapprendre les règles, il faut réapprendre les codes de la séduction, de la sexualité, de l'éducation, des manières de faire, de parler, et du coup, on se cherche. On est dans le moment où on se cherche, et c'est bien. De se poser des questions, déjà, c'est une bonne avancée. T'as 30 ans, toi, c'est ça ? 31 ans. 31. Ouais. Comment t'as la sensation d'avoir été éduqué en tant que petit mec ? Moi, je tombe un peu de haut. Je tombe un peu de haut. Je savais un peu tous
tout ce qu'un homme pouvait accomplir et faire de mal. Mais j'ai jamais été en relation avec ça parce que mon père et ma mère sont toujours ensemble et à la maison, j'ai vu mon père faire les lessives, j'ai vu mon père nous faire à manger, j'ai vu mon père nous garder quand ma mère n'était pas là et vice versa. Donc il y a toujours eu ce rapport d'égalité et de respect qui ont fait que j'ai été baigné là-dedans. Donc il y a 4-5 ans, voir tous les hashtags et toutes les horreurs qui sortent depuis jusqu'à aujourd'hui maintenant, on en sort encore. Continue, hein. Mais je pense que c'est parce qu'on a cette parole qui se délie et qui est super. Mais ça t'a fait bizarre de voir, de voir sur ton mur Facebook de voir autant en fait, d'en voir autant. Je savais qu'il y en avait, mais de voir qu'il y a autant de cas avec autant de monde, des proches aussi peut-être que, pour moi c'est un truc aussi qui a été marquant pour plein de mecs. Ouais, carrément. Je crois qu'on a tous maintenant des discussions où tiens, tu sais, lui, tu te rappelles, lui il a fait ça, machin. Là où avant on laissait peut-être un peu. Là où avant on n'en parlait pas, ou peut-être que on laissait passer. Et donc il y a eu ce moment-là où je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et puis il y a eu aussi ce truc où attends, mais du coup vu que je me suis pas posé la question de ce qui était bien ou ce qui était pas bien, est-ce que je suis dedans ? Est-ce que je suis dans le mal ? Moi aussi, est-ce que je me rends pas compte ? Et du coup j'ai commencé à flipper un peu aussi, à me dire comment je vais m'exprimer avec les femmes maintenant et avec les gens en général. Comment pas passer pour le gros pervers, comment pas passer pour le gros lourd, comment il y a eu ce moment-là et d'où la chanson, du coup Un homme, qui est arrivé où je montre que je me pose des questions, que j'essaie de savoir quelle est la place. Moi je parle de mon couple. Quelle est ma place dans mon couple ? Tu poses la question à ta femme. Ouais, c'est ça. Dans les chansons où il y a ces conversations, c'est sûr que moi je pense à ma femme. Après, c'est des chansons tellement universelles que on peut se l'approprier pour chanter à tout le monde. Mais ouais, moi je me pose des questions à comment redéfinir et comment être dans le couple. Et pour revenir un peu à ton éducation, c'est très connu que tu as un frangin, parce que vous avez fait ce groupe ensemble tous les deux. Comment ça s'est passé dans votre éducation en tant que frère ? Parce que c'est un truc aussi, ça, de grandir avec un frangin. Alors, c'est une grosse... il y a une faute, mais on l'a bien entretenu. On a fait exprès de l'entretenir. C'est pas mon frère. Quoi ? C'est pas mon frère. C'est mon vrai nom, Jérémy Frérot. Okay. Et donc on s'appelle Frérot de la Vega parce que lui, c'est de la Vega, Flo de la Vega. Mais il a une famille et j'ai une famille. Ah mais merde. Mais tu vois, j'ai pas assez taffé. Non, mais il y a beaucoup de monde qui se trompe. Nous, des fois, on reprend pas, on aime bien. Bon, là, ça va être réqué, donc on va quand même reprendre. Et puis tu poses une question sur l'éducation qu'on n'a pas eu, du coup, ensemble. Ouais. Ceci dit, t'as grandi avec un frangin aussi ou pas ? Ouais, j'ai eu un frère et une sœur. Okay. Un petit frère et une petite sœur. Donc ma question marche fondamentalement, sauf qu'effectivement c'est pas le frangin qu'on a vu médiatiquement. Non. Qu'est-ce que c'était ta question déjà ? Comment ça s'est passé de grandir avec un frère ? Et puis de grandir avec une sœur aussi en tant que mec, parce que c'est un autre truc, je crois. Après, on a les mêmes sujets de conversation. Quand on a un frère, moi, on a 3 ans d'écart, donc c'est mon meilleur pote, mon frère, surtout même jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, quel sujet de conversation ? Nous, ça a été beaucoup sur le sport, hein, quand même. On a vachement baigné dans le sport, donc beaucoup, pas mal dans la virilité, même si on est totalement ouvert dans notre famille à tout, à l'homosexualité,
Enfin, on n'a aucun problème avec les religions, on n'a aucun problème avec ça. On en parle, on est copains avec tout le monde en fait, et on accepte tout le monde. Ouais. Donc finalement, ça a été assez sain nos manières de parler. Après, c'est sûr que quand la séduction est arrivée à nos âges, on a commencé à parler de filles, ça c'est sûr et certain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on parlait, comment on était avec notre sœur. Et ça, je trouve qu'on a été assez sain là-dedans, parce que il y a toujours ce cliché des deux frères qui vont accueillir le mec de la sœur un peu violemment ou le faire chier. Il y a toujours cette part d'humour, mais on n'a jamais été dans la surprotection. C'était votre petite sœur? Ouais, c'était notre petite sœur. Elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle a toujours été assez grande, toujours été beaucoup plus intelligente que nous. Donc, je pense que c'était surtout elle qui devait nous surveiller plus qu'autre chose. Ça se passait comme ça. Ouais. C'était quoi comme sport? Tu disais que vous avez grandi dans le sport. Mon père a fait beaucoup de rugby, ma mère a beaucoup de gym à haut niveau. Donc, on a vu ça, on a baigné dans ça, mais on s'est dirigé, nous deux, mon frère et moi, dans le judo. Mon frère à haut niveau aussi, et ma sœur dans la gym. Ok. Mais on a fait pas mal de sports. J'ai fait beaucoup de rugby aussi. Je suis assez fan de rugby. Et maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup de surf dans toute la famille. Mon père nous a appris à faire du surf. Ok. Le judo, un sport de combat pour le coup. Sport de combat, ouais. Comment vous en êtes venu à faire du judo? C'était des amis de mes parents qui ont dit tiens, mets tes fils là parce que tu vas voir, c'est une super école de la vie en fait, le judo, c'est incroyable. Il y a du respect, il y a de l'humilité, il y a plein de règles comme ça à apprendre et qui marchent pour la vie. Et voilà, quand on est petit, même jusqu'à maintenant en fait, on se bat contre des gars, on se bat contre des filles. Et il y a autant de respect avec les filles qu'avec les mecs. On peut même se faire battre par des filles quand on est ado, qu'elles grandissent plus vite que nous. Donc tu vois, t'as beaucoup d'humilité à ce moment-là, tu vois. Parce que quand tu grandis dans une société où il faut pas se faire battre par les filles, là le judo te le montre qu'on peut perdre et c'est génial. Oui, puis même adulte, hein, tu peux te retrouver contre une championne du monde de judo qui va te rétaler. Ah oui, non, bien sûr, mais quand tu as un certain niveau et que tu combats contre quelqu'un qui a le même niveau que toi, ado, c'est autre chose parce que les forces se développent pas pareil. Okay. Les filles grandissent beaucoup plus vite, elles sont plus mûres plus vite et du coup, on était un peu en retard au niveau des forces. Comment tes parents t'ont ouvert aux émotions aussi? Parce que c'est un truc, ça, chez les mecs. Il y a beaucoup d'artistique, je pense, beaucoup de culture artistique, pas mal dans le cirque. On a été voir beaucoup de spectacles de cirque contemporains. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'ils étaient ils sont fans de ça. On a vu beaucoup de spectacles de cirque contemporain, de petits cirques. Enfin, on a été dans des festivals. Eux sont, tu sais, t'as ce qu'on appelle l'UNSS au collège. Mes parents sont profs de PS, les deux. Donc, ils étaient cirque. Putain, je savais pas qu'il y avait des collèges où il y avait des spécialisations cirque. Spécialisation cirque. Et donc, voilà, on avait plein de matériel à la maison. On avait cet art de création, de se mettre en scène, de savoir comment commence un spectacle et comment se finit et comment réussir à attirer, à émettre une émotion. On se mettait assez souvent en scène, on se déguisait pas mal. Et donc, c'est comme ça que qu'on vivait. Il y avait beaucoup de culture artistique. Et puis la musique aussi, la musique tournait, il y avait beaucoup de musique qui tournait tout le temps. Quand il n'y a pas de musique à la maison, c'est un vide, je trouve. Dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, s'il n'y a pas de musique, je trouve ça vide. Comment tu t'y es mis justement à la musique? C'est mon père qui joue beaucoup de guitare sur son canapé et qui chante des chansons plutôt brésiliennes, de la bossa surtout. Et donc, je l'ai suivi, j'ai toujours eu envie de lui ressembler. Donc, à un moment donné, j'ai pris une guitare, il me l'a offert à mes le Noël des 17 ans, je crois. Et puis j'ai commencé à faire des reprises parce que sur Internet, on pouvait trouver plein de trucs. Et qu'une guitare, c'est plus transportable qu'un piano.
Donc j'ai fait ça comme lui, quoi. Ok. Comment ça se passe dans ta vie générale, à l'école, au collège, au lycée après, avec les autres mecs? Je suis plutôt... j'ai toujours été assez populaire dans les écoles. Je sais pas, je pense pas que j'étais le mec le plus viril, ça je pense pas. Bien qu'avec le judo, ça pouvait attirer des trucs du style il est fort, attention même s'il est pas costaud. Il y avait ce truc-là, mais j'ai toujours eu des bandes de copains avec des copines dedans. Ok. J'ai jamais eu que des mecs. Ouais. Ça a toujours été assez varié comme dans les genres en fait. Je me suis créé une bande de copains au collège qui aujourd'hui existe encore et voilà, il y a des garçons et des filles. Et je pense que c'était assez rare au collège. Tu vois, au début des années 2000, quand t'es au collège, les filles, ça fait peur un peu. Et là, on était tous ensemble assez souvent, et même à la maison, on invitait des filles. Et ça venait d'où? Et des garçons. Je sais pas. Il y avait un truc qui se passait. Je pense que c'était... Je sais pas comment ça pouvait se passer, parce qu'en plus, il y en avait qui avaient des problèmes familiaux chez les filles. Et les garçons, chacun avait une super éducation de respect aussi. Donc je pense que c'est comme ça que ça a vachement aidé. En fait, j'ai jamais eu vraiment de copains qui étaient bourrins, machos. J'en ai pas eu. Ou alors je suis pas resté longtemps avec eux. Ouais. T'avais du mal à te retrouver dedans, c'est ça? Ouais, plutôt ouais. Mais les relations humaines me plaisaient beaucoup au collège et lycée, même aujourd'hui, hein, mais ça a commencé vraiment là, après la primaire. À la primaire, j'étais un peu réservé, et après j'ai commencé vraiment à m'étoffer et à oublier l'école d'ailleurs. J'ai détesté aller à l'école. Je préférais être avec mes potes et mes copains et les copines. Qu'est-ce qui faisait que t'aimais pas l'école? C'était la manière d'apprendre qui me plaisait pas. Je voyais pas comment m'intéresser à ce qu'on m'apprenait. Okay. Je trouvais qu'on me l'enfonçait trop dans la tête, des trucs que j'avais pas envie. Et tu préférais faire quoi? Passer du temps avec tes potes, c'est ça? Ouais, passer du temps avec tes copains, faire beaucoup de sport, être ailleurs qu'au collège et au lycée, enfermé en fait. J'avais envie d'aller à la plage, j'avais envie de me dégourdir. Être assis sur une chaise, ça me plaisait pas. Je pense que je bougeais un peu trop. Ok. Comment t'as fait pour canaliser cette énergie? En faisant énormément de sport. En bougeant. Mes parents nous ont emmenés partout en vacances, en France et à l'étranger, beaucoup en Europe, mais on a fait beaucoup de destinations de surf. Donc ouais, on a bougé, quoi. On a vraiment bougé. Puis le surf, le surf, c'est quelque chose qui se passe toute l'année et qui... Le sport, il change en fonction de l'année, et ça, c'est un truc qui tu veux dire, le surf, tu fais pas du surf de la même façon en été ou en hiver, c'est ça? Tu réfléchis pas de la même façon. Ok. Je connais pas assez bien. Les vagues sont pas la même. Les vagues sont pas les mêmes. Donc ton surf est pas le même. Tu changes de planche toujours. Tu changes d'habit aussi, parce que ta combinaison, elle doit être plus grosse qu'en été qu'en hiver, hiver qu'en été, et puis quand on a une grosse combinaison, on arrive à moins bouger, donc le surf, on le ressent moins. Et les vagues sont pas les mêmes? Non, en hiver c'est plus gros. Ok, parce qu'il y a plus de vent, il y a plus de météo. Plus de tempêtes au large, ouais. Ok. Mais en hiver, il y a plus de tempêtes au large, du coup les vagues arrivent plus grosses. Il y a des fortes houles. Ouais. L'été, il y a moins de vagues, en France. Hein. Oui. Et voilà, et ça c'est toute une manière de réfléchir qui nous a plu et qui nous a canalisé un petit peu, parce que tous les week-ends on pensait qu'à ça, à se dire où est-ce qu'on va aller surfer, c'est où le meilleur endroit, comment sont les vagues. Ça, mes parents nous ont bien poussé à faire du sport pour nous canaliser.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Il y a un truc aussi, tout à l'heure tu disais que les gens dans ta cour, ou dans ta bande savaient que tu étais costaud. Ça t'est arrivé de te battre ? Pas dans les établissements scolaires. Mais en dehors, c'est ça. Le judo, en fait, vraiment amène à pas montrer ce que tu fais. J'étais pas costaud, en fait. J'étais agile et je faisais du judo, donc je connaissais les techniques. Mais c'était surtout qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser à l'école. Et ça, on le savait tous. On savait tous que si tu l'utilisais, t'avais ton entraîneur qui te virait, en fait, qui te virait du prochain entraînement, parce qu'il savait ce que tu avais fait. Qui t'expliquait que c'était comme une arme, quoi. Mais après, quand j'ai commencé à sortir avec mes copains en boîte de nuit, tout ça, là, oui, il y a eu 2-3 accroches, on va dire. C'est un vrai truc, hein, tu sais, chez plein de mes invités, de canaliser la colère à un moment donné. Elle te venait d'où cette colère ou ce besoin de la faire sortir, en fait ? C'est tu veux dire pendant ces soirées-là ? Ouais. C'était des gros débiles qui ont trop bu et qui se parlent trop fort. C'est surtout ça. Tu t'inclus dedans, c'est ça ? Ouais, complètement. Quand les jours où j'ai fait ça, mais je l'ai rarement fait. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui va canaliser les gens et qui va presque se rabaisser pour pas que ça se passe. Qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre et qu'on arrête tout ça en deux secondes parce qu'on est bourré, quoi. Ça sert à rien. Et puis passer une bonne soirée, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu as des souvenirs de des petites phrases que tes parents ont pu te dire qui t'ont amené à, comme tu disais tout à l'heure, à être éduqué avec une idée du respect de l'autre ? C'est pas tous les mecs. Hein. J'imagine que tu le sais parce que tu côtoies d'autres mecs. Tu veux dire des rappels à l'ordre ? Ouais, ou qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi, tu vois, pour t'inciter à respecter l'autre ? Juste être eux devant nous, en fait, je pense. C'est vraiment ça qui a fait que c'est leur manière d'être devant nous qui nous a poussé à être comme on est aujourd'hui. Et je pense que si mon père avait battu ma mère, ça aurait été une autre partie, là. Mais tu sais, en fait, ça c'est quand c'est au sein de la maison, mais quand tu te retrouves après dans des bandes de potes, etc., où tu vois qu'il y a de la violence qui est, tu peux avoir, surtout qu'en fait on est élevé comme, pour être un mec, il faut montrer les biceps, quoi, tu vois, faut savoir être violent, répondre à la violence par la violence, quoi. Il faut être fort, je veux dire, tu vois, pour dire non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Ouais, mais j'ai vraiment jamais vu mon père faire ça, en fait. Même lui, avec les autres hommes, les autres gens, mais j'ai jamais vu mon père s'embrouiller avec quelqu'un. Enfin, mal lui parler et devenir violent. J'ai jamais vu ça, donc je me suis jamais dit tiens, je vais faire pareil. Enfin oui, du coup je me suis dit je vais faire pareil. je vais être comme lui, ça marche bien pour lui. Il est en bonne santé, il est heureux. Pourquoi je ferais pas pareil ? Je me suis pas. Il y a vraiment. Il n'y a pas eu de discours ou de choses comme ça qui nous ont poussé à faire ça. Je pense que c'est leur manière d'être qui a fait que nous on est comme ça aujourd'hui. Ok. C'est une bonne transition pour parler de paternité parce que t'es papa aussi. T'as 2 fistons. Ouais. C'est ça, si je me trompe pas. Qui sont tout petits pour l'instant. Ouais. À quel point ça t'a
ça t'a changé, toi, de devenir père et aussi de devenir père de garçons? Tout ce qu'on raconte et en fonction de ces enfants-là, quand ils naissent, après nos histoires, on sait qu'ils vont les écouter, on sait qu'ils vont nous écouter, et du coup on parle en fonction de ça. Il y a une place qui se développe autre que la nôtre. J'arrive pas à te suivre quand tu dis toutes les histoires qu'on raconte. Tout ce que je dis là, je l'aurais pas dit de la même manière si j'avais pas eu d'enfant. Ok. Et du coup, ça change la manière de parler, de penser, la place aussi qu'on a. Avant, j'étais au centre de moi. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autres entités qui font que je me sens plus au centre et je fais des choses pour eux. Et puis j'ai de la chance de passer beaucoup de temps avec eux, donc être un exemple, là on se rend compte vraiment de ce que ça veut dire être un exemple, parce qu'ils répètent tout ce qu'on fait, ils refont tout ce qu'on fait, et ça se voit. Moi je le vois beaucoup parce que quand je pars une semaine et qu'ils restent avec leur mère, ils deviennent un peu leur mère, et vice versa. Quand je reste beaucoup, surtout le petit de 3 ans, parce que l'autre il a 3 mois, donc on voit pas trop la différence, mais le petit de 3 ans et demi chope les mimiques de l'autre, et du coup il y a cet effet d'exemple qui est très important et qu'il faut pas prendre à la légère du coup, parce que si on se parle mal devant eux, ils vont comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je reste à la maison, ils vont rester dans la maison. Si je vais dehors, ils vont aller dehors. Et tout ça fait que ça les façonne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir père, toi? Que vivre avec des enfants, c'est quand même vachement bien, parce que ça nous reconnecte un peu à cette idée d'enfant, cette manière de penser d'un enfant, et que moi j'aime beaucoup quand même. J'ai pas du tout envie de l'oublier, et avoir des enfants, du coup ça nous reconnecte à ça, et puis je sais pas, j'avais envie de partager quelque chose et de créer quelque chose avec un être humain neutre. que tu peux façonner, que je peux façonner entre guillemets. Après il y a ce qu'on pense avant qu'il arrive, et puis ce qu'on pense après, et après quand il est arrivé, je me suis dit que j'allais lui laisser énormément de liberté, que j'allais pas le faire devenir comme moi, que même s'il va en choper des choses que j'ai en moi, mais il y a vraiment une envie de le voir évoluer librement. Ça fait peur, non, un peu? Aujourd'hui, ouais, un petit peu. Faut être sûr, quoi. Faut être sûr de soi. Faut être sûr de savoir si on va vraiment réussir à avoir les reins pour faire évoluer un enfant, et le protéger, et faire en sorte que ça devienne un bon humain, entre guillemets. Après, c'est très subjectif de dire que c'est un bon humain qui est bon. On peut pas savoir. Non, mais déjà... Mais aujourd'hui, oui, le respect est une des règles les plus importantes. J'allais dire, déjà réussir à inculquer les valeurs de respect à ton môme, dans la société actuelle, c'est pas forcément évident. On a beaucoup de clés quand même aujourd'hui. On en parle tellement. Il y a tellement de nouveaux supports qui sont arrivés maintenant, des podcasts comme ça, des comptes Instagram, des comptes de réseaux sociaux, des bouquins, il y a des émissions qui font que nos manières de parler changent. Aujourd'hui, à mon fils, qui a une grande sœur,
Quand il dit ma grande sœur elle a pas de zizi et donc c'est une fille, les phrases 2021 ça serait de dire non, ta sœur elle a un zizi, tu le vois pas. C'est plus les filles ont pas de sexe et les garçons ont un sexe. Et c'est ce genre de phrase qui va faire que le respect va arriver et l'égalité des genres va exister. Parce que on va dire non, tout le monde a un sexe, il est différent. Et il y a plein de manières de parler comme ça. Il y a plein de manières de faire aussi. Quand ton gamin rentre de l'école en disant non, le rose, je veux pas. Regarde, moi j'ai du rose, je m'en fous, je suis un garçon. Il n'y a pas de problème avec les couleurs. Il n'y a pas de couleur avec des genres. C'est terrible quand tu les fous à l'école et que d'un seul tu te rends compte que t'as passé 2-3 ans à travailler avec eux pour leur inculquer des trucs cool et que tes mômes rentrent un jour et ils commencent à avoir du caca dans la tête. C'est vrai, après je l'ai pas trop vu quand même. Okay. Il est vachement... son meilleur compagnon c'est une fille. Ce qui est déjà un vrai truc en maternelle. En maternelle, c'est plutôt... peut-être pas. Peut-être qu'en maternelle, le genre, on s'en fout. Ouais. Non ? Ça commence je sais pas, en tout cas, lui, je l'ai jamais vu avoir des préférences de garçon ou de fille. Là, il traîne beaucoup avec une fille. Tant mieux. C'est marrant parce que tu disais que... J'ai un peu l'impression... il y a un peu ce cliché comme quoi avoir un enfant et être artiste ou être chanteur, tu vois, c'est pas forcément des vies compatibles parce que alors là c'est un peu moins le cas, mais t'as une vie de tournée ou t'as une vie où tu vas partir pendant longtemps pour faire ton album, etc. Et de ce fait-là, il faut que tu choisisses un petit peu. J'ai un peu l'impression que toi ça t'a nourri en tant qu'artiste en fait de devenir père. Ouais, il y a eu beaucoup de chansons un peu qui ont émergé avec l'idée d'être père et ensuite moi j'ai voulu recréer un peu ce que mes parents avaient fait avec nous et j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas le même métier, que je suis pas là et du coup ça m'a fait évoluer aussi dans l'idée de me dire je vais recréer quelque chose avec la même chose que ce que j'ai eu moi avec mes enfants. Non, on fait tous avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, et c'est possible de créer des gens bien, des enfants beaux et bien respectueux, même en n'étant pas là tout le temps en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas là que il y a pas d'échange. Je reviens quand même assez souvent à la maison. On s'appelle maintenant avec la technologie et il y a plein de manières de pouvoir les éduquer, même en étant loin. Et oui, le métier, les enfants m'ont aidé à redéfinir un peu mon métier aussi, ma manière de parler, ma manière de chanter, quoi chanter, comment le chanter. Dans quel sens ? Dans le sens où voilà, par exemple cette chanson Un homme, elle serait jamais sortie si j'avais pas eu d'enfant, je pense. Même si j'ai commencé à le mûrir il y a 5 ans, ce truc-là, le fait d'avoir des enfants m'a poussé à me dire tiens, moi je pense ça, mais eux ils vont être comment du coup et comment je vais leur dire c'est quoi un homme ? Est-ce que je vais leur dire comment ça doit être un homme ? Et est-ce que j'aurais juste besoin de leur dire il faut que tu sois un humain. T'as pas besoin de dire que t'es un homme. Et ça a bien ça a bien empiété sur mon travail. C'est un truc pour toi aujourd'hui d'avoir 2 fils. Tu te sens une responsabilité par rapport à le fait d'éduquer des garçons aussi dans cette société ? Ouais, mais je pense que c'est quand même vachement plus simple d'élever des enfants pour arriver à un respect et une égalité des genres plutôt que changer des gens qui ont déjà eu qui sont déjà grands, tu veux dire ? Qui sont déjà grands et qui ont déjà été façonnés et ça va être beaucoup plus compliqué de les changer parce qu'aujourd'hui voilà
Là, on est à la phase de on laisse de la place aux femmes. Mais les hommes ne changent pas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Bah oui. Et donc, il faut que les hommes se remettent à une place qui va faire que l'égalité des sexes existera. Et c'est en grande majorité l'éducation qui va faire ça. Et donc, les prochaines générations vont arriver et je pense que mieux le respect existera. C'est comme l'écologie. Aujourd'hui, on a des générations entières qui arrivent et qui savent où jeter, comment jeter, ces générations-là, ça leur fait mal de jeter des mégots par terre. Mais ça, c'est l'éducation qui a fait que. Et l'école. L'école aide beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ils font des vrais trucs pour l'écologie. Et ça va être pareil sur ce sujet-là. Sur qu'est-ce que c'est être respectueux et égalitaire. T'as eu, toi, des prises de bec, des prises de tête suite justement à ta révélation de MeToo? Enfin, je crois que vraiment que ça a été une grande claque pour plein de mecs. Je crois aussi qu'il y a des amitiés qui se sont un peu secouées, quoi, tu vois, à cause de ça. T'as eu, toi, des conversations compliquées avec des potes à toi? J'ai pas eu des conversations houleuses, mais j'ai eu j'ai été surpris assez souvent. Ici, on est à Paris, mais dans le sud-ouest, chez moi, j'ai toujours été un exemple fort qui m'a surpris. C'est quand on va au resto à plusieurs couples, que tout le monde se mélange à la table. Dans le sud, j'ai habité 4 ans à Marseille. La plupart du temps, c'est séparé. Les filles d'un côté. C'est les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et moi, plusieurs fois, les débuts de ma première année, quand je m'asseyais à côté, au milieu des filles, j'avais souvent la remarque de mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, laisse-les parler, on s'en fiche, tu vois. Et j'avais vraiment ce truc de pourquoi, je sais pas. Et il y avait vraiment ce truc-là. Après, il y a jamais eu de truc un peu houleux. J'ai jamais, comme je disais au début, j'ai jamais vraiment eu de copains misogynes qui respectaient pas les femmes. Donc ça m'est pas tellement arrivé. Tu t'en éloignais, quoi. Ouais, je me lie pas d'amitié avec ce genre de personnes. Ok. Dans ta chanson Un homme, tu dis que elle t'est venue aussi par rapport à ta nouvelle paternité. Justement, tu poses la question à ta femme, ou en tout cas à une femme, quoi. Comment t'as trouvé des réponses, toi, aujourd'hui, à toutes les questions que tu poses? Est-ce que j'ai trouvé des réponses? Ouais, j'en cherche, en tout cas. Je me cultive dans ce milieu, dans ce sujet-là. Comment tu fais? Là, je lis un livre de Yvon Jablonka. Qui va bientôt venir dans mon podcast. C'est vrai? Ouais. Voilà. C'est lequel? Et est-ce que je m'en souviens du titre? Pas du tout. Est-ce que c'est Des hommes justes? Et c'est ça, je crois. Ok. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Okay. Où il retrace toute l'histoire du patriarcat, de ce début jusqu'à nos jours, et comment on est en train d'évoluer. Donc ça, c'est un peu scientifique au début, mais après on apprend plein de choses et on découvre comment on est devenu comme ça. Et ça me permet de mieux en parler, d'être meilleur moi aussi, parce que comprendre pourquoi, ça nous aide à le changer. Et puis voilà, dans mon couple, il y a aussi, on peut tester des choses aussi, on peut faire plein le fait de pas faire de choix d'homme. Que notre femme décide, voilà, qu'il y ait plein de trucs comme ça qui font que ça amène à développer tout ce changement et à devenir un autre homme. Et comment ça se passe pour toi? C'est pas compliqué. En fait, c'est compliqué, non? Par rapport à... c'est compliqué, ouais.
Bah ouais, c'est compliqué parce que tu te rends compte qu'en fait, même il y a plein de choses qui étaient un peu aberrantes, mais qu'on faisait quand même. Est-ce que je vais avoir un exemple là? Je sais pas. Mais je sais que il y a plein de fois où je me suis dit ah ouais putain mais ça il faut pas que je le dise comme ça. Ah ouais mais il faut pas que je fasse ça. J'ai pas d'exemple là, mais je sais que ça m'est arrivé. Quand on le conscientise, de toute façon après on voit plein de défauts. Le plus dur c'est de conscientiser et après de le remarquer. T'as fait un truc un peu particulier aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France, c'est que vous avez accouché en tout cas ta femme a accouché de votre deuxième fils dans un accouchement à domicile. Et je sais parce que donc dans mon podcast Histoire de Daron, j'ai eu un mec notamment qui a raconté en long, en large et en travers son expérience. C'est une méthode où le mec a une place à part en fait, enfin, vraiment en plein dedans quoi. Bah ouais, là on est clairement en plein dans ce qu'on raconte. D'ailleurs ça peut être ça l'exemple, hein. Mais on est clairement dans un changement à ce niveau-là. Les hommes aujourd'hui parlent au fœtus qu'il y a dans le ventre de leur femme, de leur compagne, et ça c'est un truc qui n'existait pas. Tout le monde était un peu gêné de faire ça, ou ça servait à rien, machin. Et aujourd'hui, moi, je chantais des chansons, on pose la main en se disant qu'on est en train de communiquer comme ça, et donc il se passe quelque chose de beaucoup plus... c'est plus fusionnel, on est plus à deux plutôt que c'est un sujet de femme et elle se débrouille avec pendant 9 mois, et puis pendant 1 an après pour l'allaiter et machin. Le fait de faire un accouchement à la maison nous permet d'être beaucoup plus acteurs, nous les hommes, parce que... C'était une volonté de ta femme à la base? Non. Ouais. C'était toi? Ouais. Non, c'est vrai. En fait, c'est moi qui lui ai mis un peu le verre dans la pomme. Son premier enfant, elle l'a déclenché, elle l'a eu à l'hôpital avec une péridurale. Et puis moi, quand on a appris qu'on allait avoir un enfant, je me suis renseigné, j'ai cherché, j'ai lu, et j'ai un peu compris que bon, après, il y a plein d'avis, mais pour moi, la péridurale était néfaste pour l'enfant parce qu'il prenait de ce produit-là dès le début de sa vie. Et donc, c'était quelque chose qui était compliqué. Et puis, rien que dans la manière de pousser d'une femme, quand elle est en péridurale, elle sent pas du tout ce qu'elle fait, donc elle peut tout casser. Et donc, elle vit pas son passage... en tant que mère, comme elle le devrait. Il y a moins cette connexion entre l'enfant et la mère. Et je lui ai expliqué ça. Ça vient de toi? Ça vient de moi. Ok. Et donc après, elle s'est mise à le lire aussi. Et donc, mais je lui ai jamais dit, il faut que tu fasses comme ça. Oui, t'as pas fait comme Tom Cruise, tu sais, qui avait obligé sa meuf à accoucher. Enfin, les scientologues, là. Non. Tu accoucheras dans le silence. non, pas du tout. Non, mais c'est marrant que ça... Alors, je crois que c'est la première fois que j'entends que ça vient de l'initiative d'un père, quoi. Généralement, c'est plutôt un move de la femme, tu vois, qui dit, bah, moi, j'aimerais bien tenter cette expérience-là. Bah là, j'avais vraiment envie de voir si c'était vraiment comme ça, s'il y avait vraiment cette connexion-là qui existait. Après, on y croit pas, voilà. Mais avant, ils faisaient comme ça et c'était beau. Parce que je trouvais en fait qu'on s'éloignait de plus en plus de cet acte. Pardon, vas-y. On s'éloignait de ce truc-là. On se mettait une péridurale, on attendait, c'est fini, on voit plus, et du coup, et puis et le fait aussi de pas allaiter fait qu'on repousse encore plus cette connexion qu'il y a entre l'enfant et la mère, et donc je comprenais pas pourquoi on s'éloignait comme ça. Donc j'ai voulu lire et j'ai compris, et donc je lui ai expliqué, et donc elle est arrivée à cette envie de faire sans péri. Pour le deuxième, et puis après voilà, à force de continuer à lire et de continuer à en parler, on s'est dit voilà, le troisième, je veux qu'on le fasse à la maison, parce qu'il y a encore plus de connexion, il y a encore plus de bonnes manières, je trouve,
pour accueillir un enfant à deux. C'est pas tout seul avec une équipe médicale. C'est pas allongé sur une table, c'est accroupi où on veut dans la maison. Ça aussi, c'est un truc qui est fou, parce que si on se met à lire un petit peu, on comprend que rien que le fait d'être allongé sur le dos avec les jambes en l'air, c'est pas pour que la femme se sente bien, c'est pour que le médecin voit mieux. C'est complètement dingue, parce que ça lui fait plus mal, le bassin est mal orienté, et voilà. Et donc à force de lire tout ça, elle en est arrivée à la conclusion, si je fais pas de péri, autant que je le fasse à la maison et que je me sente beaucoup mieux. Et puis je pense que le fait d'être célèbre aussi a fait qu'on voulait faire ça tranquille chez nous. Ah oui, parce que je l'ai même pas précisé, mais en fait t'es marié à Laure Manodou. Ouais, je suis marié à Laure Manodou, donc le fait d'être doublement célèbre, ça... il y a un truc un peu, vous vouliez pas... Ouais, on voulait être tranquille chez nous. Parce qu'à un moment donné, tu développes aussi un petit peu une espèce de paranoïa où tout le monde est méchant et tout le monde veut savoir quoi. Donc chez toi, personne te fait chier. Je t'avoue que j'avais jamais vu comme ça. Parce que ça vous faisait chier de vous dire d'être dans un hôpital à un moment donné et que les autres gens puissent vous voir, c'est ça ? Ouais, quand on était pour mon premier fils, les médecins venaient dans notre chambre en disant c'est fou, il y a des gens qui appellent à l'hôpital en nous demandant si ils pouvaient venir nous visiter. Ah ouais. Est-ce que vous le connaissez ? Non, on le connaît pas. Ah ouais. Donc il y a tout ce système-là de comment ils font pour savoir. Parce que tu le dis, il y a des journaux qui ont su avant que mes proches le sachent que ma femme était enceinte. Donc c'est que ça passe par la Sécu ou c'est que ça passe par quelque part. Waouh. Ouais. Ok. Ah oui, non mais tu vois, j'avais pas... Donc après, tu développes une forme de paranoïa qui fait que t'as pas envie d'être avec ça, d'être dans un truc qui va te déconnecter de ce que tu es en train de vivre, parce que tu as envie de le vivre à fond. Oui, et de pas te dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer, ou je sais pas quoi. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est pas des problèmes qu'on a tous les jours. J'avoue que je peux comprendre vraiment. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu disais que effectivement avant on accouchait à domicile, en fait ça se passe, mais en fait aussi avant il y avait pas les mecs n'avaient pas le droit d'y être, quoi. Comment tu l'as vécu, toi, justement, de prendre pleine part à l'accouchement à domicile ? C'est éprouvant déjà. On vit pas l'accouchement pareil, hein. On en sort beaucoup plus fatigué que ça, et en même temps il y a une certaine... moi, j'ai l'impression d'avoir une relation encore plus forte qu'avec mon premier enfant sur le dernier, d'avoir l'impression de le comprendre beaucoup mieux, même dans les regards et tout, parce que voilà, il s'est passé ça, parce que il nous a entendus quand il est arrivé, que on n'était que 3 dans la pièce. Et puis ma femme pouvait s'appuyer sur moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose de vachement plus beau, et encore une fois, je reparle de connexion. Vu que c'est la seule personne à qui tu peux te référer, c'est la personne avec qui tu as fait l'enfant, ça devient beaucoup plus puissant, quoi. Et du coup, tu restes plus en adéquation avec ce qui est en train de se passer. Plutôt qu'à l'hôpital allongé où tu es avec ton mari, tu le regardes, et puis les autres ils sont en train de s'occuper du bas, et donc il y a deux entités, quoi. Enfin, il y a deux ambiances. Je comprends. Sur un même corps, c'est bizarre. Le cerveau est sur le mari et le bas est sur les médecins. Là, à la maison, il y a tout qui est en même temps, quoi. Et t'as l'impression que ça a augmenté, entre guillemets, votre couple ? Vous vous êtes rapprochés ? Il y a quelque chose de fort qui se passe, ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et puis tu sais, du coup, tu comprends un peu mieux pourquoi il y a plus de... Enfin, il y a du temps de récupération pour une femme. Il y a des hormones qui changent et qui travaillent, et donc il y a aussi cette compréhension
dans les changements d'humeur, beaucoup plus... tu les comprends mieux, quoi. Alors que quand t'es à l'hôpital, et que tu vois rien et que tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi ta femme pète les plombs des fois, parce que les hormones changent. Waouh. Et donc, ça t'a permis de devenir un meilleur mec, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas si je suis un meilleur mec. Ça t'as l'air d'avoir... Faudra demander à ma femme pour ça. Non, mais t'as l'air d'avoir pris de l'expérience, quoi. Mais par contre, oui, t'as une grosse expérience, c'est sûr, d'en faire arriver un être sur Terre, d'en conscientiser pas mal de choses, en fait. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as conscientisé, par exemple ? Que c'était assez important, même très important, d'être présent, d'être là, d'accompagner la femme et de pas la laisser comme ça, parce que elle aussi ça lui permet de voir que t'es là et qu'il y a une forme de respect du coup, parce que elle comprend qu'elle a pas fait ça toute seule, qu'elle est pas dans la merde toute seule aussi, parce que c'est un peu grossier, mais c'est être un peu dans la merde d'avoir un enfant au début, parce que c'est très animal. C'est animal. La nuit, on pourrait se bouffer tellement le manque de sommeil est ingrat. C'est pire qu'être malade, manquer de sommeil. Mais faire ça à deux, c'est beaucoup plus facile, parce que voilà, on peut en discuter, on peut en parler, et ça, c'est plus simple, c'est plus beau. L'enfant se sent plus entouré aussi. Ok. Merci de partager tout ça. De rien, merci à vous. Je voudrais juste terminer pour parler de la chanson que tu as fait avec Ben Mazué. Alors, vous avez déjà bossé ensemble avec Ben depuis... vous bossez ensemble depuis un petit moment. Lui, il a écrit pas mal de textes justement pour les Frérots de la Vega, si je me trompe pas. Ouais. J'étais d'ailleurs... vous avez fait des concerts. J'étais à ce fameux concert à la Cigale, là, juste après les attentats du Bataclan. C'était assez fou. Et je ne sais pas comment s'est passée cette chanson. Est-ce qu'il t'a proposé de venir travailler avec lui ? Donc, il y a une chanson qui s'appelle Gaffe aux autres sur son dernier album que vous chantez ensemble. Tu peux m'en parler un peu ? Cette chanson, elle fait partie de mon premier album, Matryoshka. Ok. Et on l'avait écrit à Marseille, dans mon petit studio. On cherchait à écrire une chanson sur le fait de faire attention aux autres, parce que c'est ce que je fais assez souvent, en tout cas en tournée. Et lui, il me voyait vraiment en tournée. Et quand je suis en tournée et que je suis avec vraiment tout le monde, on fait en sorte que tout le monde aille bien pour que la tournée se passe bien et que le concert se passe bien. Mais ça va du chauffeur de bus au guitariste, en fait. Ça met une grosse claque au cliché de la rockstar, qui ouais. Ah ouais, moi je prenais pas la chambre dans le tourbus. J'aimais pas ça, d'avoir autant de place dans un lit rond au fond du bus. Et je préférais être dans une couchette avec tout le monde et me réveiller avec tous les gars autour, et voilà. Et ça c'est un truc qui me plaît, en fait, de tout le monde, de mettre tout le monde au même plan, du chauffeur de bus, du mec au son, du mec au décor, du mec aux lumières, parce que tout le monde crée une ambiance qui fait que le concert est mortel, et que les gens en plus ressentent comme ça. Ils sentent que tout le monde fait partie du show, plutôt qu'un mec devant qui est le prisme de tout ça. Et donc cette chanson-là vient de là, je serai le gars qui fait gaffe aux autres pour que tout le monde se sente bien, en fait. Donc c'est Ben qui l'a écrit, c'est ça pour toi ? On l'a écrit ensemble, ouais, dans un studio, dans un home studio à Marseille. Et donc elle a été une première fois réalisée pour mon premier album tout seul. Et puis lui a voulu la reprendre d'une autre manière, parce qu'il l'aimait trop et qu'il avait besoin de la chanter autrement. Et donc il a eu raison, parce qu'elle est vachement belle comme ça aussi. Il y a un peu une filiation entre vous, j'ai l'impression, notamment en termes de sensibilité, de masculinité, quoi, tu vois. Bah ouais, clairement, Ben, il a une part de féminité assez incroyable, qui est vachement, qui est vachement visible, en fait, et qui fait du bien. Il est très libre dans ce qu'il raconte, et ça, c'est assez réconfortant pour moi. Oui, j'imagine que ça fait un bon miroir, quoi. C'est plutôt cool.
J'avais fait un épisode avec lui pour Histoire de Daron. Je le dis pour mes auditeurs qui veulent écouter. On avait fait un super épisode où on avait fait un épisode il y a 3 ans. Avant son divorce, et on a fait un épisode post-divorce où on parle de la vie de papa divorcé. C'est aussi un autre. Il en a des choses à raconter, lui. Je vais te laisser partir. T'as une folle journée de promo aujourd'hui. Merci en tout cas de t'être confié. C'était vraiment très cool. Et puis je mettrai tous les liens pour te suivre sur les réseaux dans les notes. Je sais pas si tu t'écoutes un peu des podcasts, mais ça se passe dans les notes en général. Super. Merci à toi en tout cas, c'était cool. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.